Bienvenue sur le podcast Manger, un podcast qui explore notre rapport à la nourriture, à la terre, à ce que l'on prend pour acquis. On y parle d'agriculture, de colonialisme, de résistance, de résilience, mais aussi de plaisir. C'est aussi le lien à la terre qui est questionné, à son histoire. Choisirons-nous de la dominer ou de nous associer à elle? On décortique nos assiettes comme on questionne nos héritages. C'est une invitation à reprendre conscience, à se réapproprier ce qu'on met dans nos assiettes, dans nos vies, mais surtout dans nos luttes. Je suis Charlotte Polifonte, aka mangeuse d'herbe, chef végane, créatrice de contenu et je travaille autour des questions de justice sociale et de souveraineté alimentaire. Installe-toi, ça commence maintenant. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manger. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Être humain, c'est une pratique. Alors, bien sûr, comme ça, est-ce que c'est à moi de définir qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui l'est pas? On va peut-être pas rentrer là-dedans, ça c'est clair. Clairement, c'est vraiment un peu border. Mais pour vous dire que si je peux remplacer être humain par être autochtone de la Terre, se synchroniser avec la Terre, c'est une pratique. Eh bien, à l'image des praticiens de l'humanisme françois et occidental, qui va justement expliquer ce qui est humain, ce qui ne l'est pas, on va dire que moi, dans cet épisode, je vais plus vous parler du rôle peut-être de l'être humain, selon moi, par rapport à la Terre et en quoi justement je le lie avec ma pratique du véganisme, le fait de ne pas manger des animaux. Donc ouais, comme ça a l'air hyper large, mais je vous embarque et puis j'espère que vous allez me suivre. Donc c'est parti. Pour moi, être humain, être autochtone, être humain, c'est comprendre son rôle dans le monde. Donc c'est-à-dire, on a tellement bien sûr cette ouverture, cette capacité à vivre de manière entre guillemets non naturelle ou avec chacun notre naturalité. Des personnes vont vivre dans des igloos, d'autres dans des tipis, d'autres dans des appartements, d'autres dans des maisons, d'autres dans des caravanes, des vannes, des tentes, des hamacs. Enfin, la pluralité de l'humain est vaste. Ça nous ramène toujours à la question du choix. Je me rappelle quand j'étais jeune, très jeune, j'avais eu cette question de est-ce que la nature chez l'humain existe? Et quelque chose que j'avais beaucoup aimé parce que ça permettait voilà, de casser ce côté, voilà, c'est quoi la nature, qu'est-ce qui appartient à la nature. Et c'est vrai que voilà, contrairement au renard, au castor, toute l'espèce fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont construire des barrages, ils ont un but bien commun qui est lié aussi à l'écosystème et ils savent fonctionner avec leur écosystème. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais qu'il y a de naturalité, qu'il n'y avait pas ça, mais il y a quand même ce choix où je trouve l'humain peut être en capacité de choisir s'il veut s'ancrer, se connecter à son écosystème, un peu comme le castor, qui est un de mes animaux préférés. Faut savoir que le castor, il va juste faire sa baraque, hein, il fait sa vie, il fait sa baraque tranquille. Et par exemple, en faisant son barrage, il va créer des abritions, entre guillemets, pour d'autres espèces, d'autres écosystèmes. Il va filtrer l'eau, réguler énormément de choses, la forêt, un petit peu l'éclaircir, faire des clairières. Et clairement, il est bénéfique pour son environnement. Mais si on déplace cet animal et qu'on le met dans des espaces qui ne sont pas du tout faits pour lui, comme c'est le cas, je crois, dans des espaces près du Canada, où en fait, cet animal devient entre guillemets un ravageur. On reviendra plus tard sur ces termes, les ravageurs, hein, parce que clairement, si on doit parler de ravageurs, hein, parlons de l'humain occidental. Hein. Mais en tout cas, il va vraiment dépioter la forêt comme jamais et va créer un déséquilibre de l'écosystème. Et je me dis, mais en vérité, c'est ce déséquilibre dans lequel nous, l'humain, est tombé, eh bien, il peut être un peu le fait de plein d'espèces, au même titre que le charançon, à partir du moment où on commence à lui créer des habitudes ou des choses qui n'ont rien à voir avec la nature. Du coup, je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'est la nature de l'humain ?
Et au-delà de la nature, c'est quoi son rôle? Parce que au-delà de la naturalité du castor, de l'abeille qui va juste aller chercher son pollen et en profiter pour créer le langage de l'amour des fleurs et en profiter, voilà, nourrir sa famille, voilà, parce que c'est vrai que on reviendra là-dessus aussi, les termes colonies, ça me pose vraiment problème. Mais bon, ça, pas besoin de faire une thèse dessus. Mais quand même, on va en parler, c'est vraiment très fascinant les abeilles. En tout cas, il faut savoir que, et avec toutes mes recherches, que ce soit en analysant les cosmogonies africaines, on va dire, pour être très large bien sûr, pour amazoniennes, caribéennes, Premières Nations, choses qui reviennent le plus souvent, c'est la responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que dans les luttes ou sur les trucs écologiques, on va vraiment questionner cette responsabilité. Est-ce que c'est intéressant de les culpabiliser? Parce que c'est très lié à la culpabilité d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut à la fois embrasser et se défaire, c'est assez complexe. La responsabilité de l'humain, c'est-à-dire que il est à la fois un protecteur et un enfant qui apprend, quoi. Il a ces deux rôles. C'est avant tout un protecteur, récit positif, hein, où l'humain est en alliance, c'est un protecteur et puis c'est un être qui essaie d'agir en faveur de la vie. Et c'est pour ça que j'aime bien dire l'humain, c'est une pratique. C'est comme sur les questions de racisme, c'est comme les questions, voilà, cette question de l'ignorance, du bien, du mal, de on ne savait pas. En vrai, c'est normal, il y a plein de choses qui ne sont pas innées. Si on ne baigne pas dans des enseignements, dans une initiation qui vont nous pousser à quelque chose de plus connecté, de plus responsabilisant envers bien à la nature, envers notre lien aux autres, et ben on va dire que l'empathie, si je peux dire, ce n'est pas inné. Et ça peut se travailler, ça se travaille. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une pratique. Et dans cette pratique, il y a aussi cette pratique de faire basculer un peu cette balance ou cette balance de la roue de la destruction. Là-dessus, j'avais envie de vous lire une petite partie d'une cosmogonie sacrée, d'une légende Mohawk, Première Nation. En fait, ils expliquent dans leur cosmogonie, ils n'ont pas de Adam et Ève, hein, bon ça c'est dans le christianisme, mais ils ont une femme à l'origine du monde, qui est la femme du ciel, qui est donc une extraterrestre d'ailleurs, qui est tombée, une femme du ciel, qui est tombée avec son savoir, et elle est tombée enceinte sur la terre, et elle a fait en sorte voilà, de vivre en harmonie en tant qu'étrangère. Et cette femme du ciel portait donc 2 enfants. Du coup, je vais vous lire cette petite partie qui m'a donné beaucoup à réfléchir. C'est parti. Les petits-fils de la femme du ciel, des jumeaux, s'affrontèrent longtemps, l'un pour défaire le monde, l'autre au contraire pour le défaire. En définitive, leur lutte s'est exprimée par le lancer de noyaux noirs et blancs. Si tous retombaient côté noir, le vivant et tous les êtres créés seraient détruits. S'ils retombaient côté blanc, notre terre, si belle, subsisterait. Les jumeaux jouèrent, mais ni l'un ni l'autre ne réussit à prendre le dessus, et ainsi parvinrent-ils au dernier lancer. Si tous les noyaux retombaient face noire, c'en serait fini de la création. Alors le jumeau créateur invoqua par la pensée l'aide et le soutien de tous les êtres vivants qu'il avait créés, afin que la vie l'emporte. Tom raconte comment, dans cette ultime lancée, au moment fatidique où les noyaux de pêche étaient sur le point de retomber, tous les êtres de la création répondirent à son appel et unirent leurs voix, poussèrent un puissant cri en faveur de la vie. Les noyaux retombèrent côté blanc, mais le choix entre la création et la destruction persiste. Alors clairement, quand on lit ce genre de cosmogonie, on voit aussi les liens universels à travers les différentes croyances, religions, parce que là, clairement, on peut justement voir une forme de combat de jeu entre Lucifer, le potentiel dieu occidental. On peut aussi y voir, bien sûr, Lost.
C'est-à-dire vraiment quand j'ai lu ce truc, je me suis dit: «Ah ça c'est trop intéressant». Ça me fait penser à Lost, bien sûr toutes ces séries, hein, s'imprègnent de choses qui ne leur appartiennent pas, donc c'est normal et c'est pour ça que je trouve ça très puissant en tant que geek décolonial et racisé, être fasciné par toute cette geekerie. Je dis très souvent d'ailleurs que la geekerie appartient aux personnes racisées et aux personnes noires qui, elles seules, peuvent vraiment comprendre parfois la puissance de ça, un peu comme Avatar, puisqu'en fait c'est d'elle qu'on parle, tout simplement. Et du coup, bah oui, dans Lost, vous voyez, si vous avez vu, il y a justement ces deux frères, voilà, la fumée noire et Jacob, qui voilà, se battent un peu contre, pour, voilà, en disant qui va faire la vie, qui va faire le choix de la destruction, et cette foi en la création. Qui t'a envoyé est persuadé qu'on peut corrompre n'importe qui parce que le péché est dans la nature humaine. Je vous ai fait venir pour lui prouver que non. Ce que j'adore, c'est que dans cette légende, qu'est-ce qu'on entend? On entend vraiment cette notion qu'il va falloir s'unir, que la roue de la destruction est naturelle, mais elle est en perpétuelle lutte avec la vie et qu'il faut être acteur de la vie. Pour passer à des choses beaucoup plus factuelles, si vous n'êtes pas au courant, la consommation d'animaux aujourd'hui en tant que personne issue de la colonisation, accédant à, je sais pas, de l'importation, même je dirais, voilà, de l'exploitation, alors qu'on a le choix de manger autre chose. Voilà, ça je tiens à le préciser. Nous sommes responsables. Alors bien sûr, les 1% sont responsables de plein de choses. C'est un enfer. Lutter contre Taylor Swift, c'est aussi compliqué. Contre des milliardaires, c'est aussi compliqué. Mais il y a aussi ce rapport à la consommation animale à laquelle nous participons. Alors parfois, on est juste là en mode oui, voilà, ça crée du dérèglement climatique. Manger des animaux, c'est pas bien. Comme, je sais pas, jeter du plastique, acheter du plastique, ça se vaut quoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça ne se vaut pas. Que c'est pas bien, qu'il faut être sur tous les fronts, qu'on est d'accord, mais qu'il y a un vrai souci de justice et de cri de la vie. Par exemple, en France, les derniers chiffres, notamment que j'ai pu trouver, c'était 2023-2024. Donc là, on est sur 687 millions de poulets abattus en une année, 45 millions de truites, puis des dizaines de millions de canards, cochons d'Inde. Donc on parle quand même en millions, soit environ 3 millions d'animaux abattus chaque jour, dont 75% de poulets. Donc vraiment la question du poulet, hein, très très importante. 3 millions d'animaux abattus chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à l'échelle mondiale, on a plus de 80 milliards d'animaux terrestres, 300 milliards d'animaux aquatiques tués chaque année. Là, comme ça, quand on dit les chiffres, je pense qu'on n'arrive même pas à chiffrer le nombre d'animaux pour exiger notre viande, notre poisson, qui est de la viande marine, notre lait, notre fromage. Pour exiger ceci, il faut tuer des milliards d'animaux. Si on tuait autant d'animaux qu'on tuait d'humains, l'espèce humaine disparaîtrait en un jour. Donc il faut vraiment se rendre compte du désastre déjà éthique à la vie. Parfois on va dire oui, mais voilà, c'est dans la nature des choses, l'équilibre, il faut trouver le juste équilibre. On n'est pas obligé d'être dans l'extrême. Mais aujourd'hui, là, pensez un petit peu à justement cette légende. Ils sont de quel côté les jetons? Clairement, on est au bord du précipice, on le répète énormément. Et clairement, comment est-ce qu'on veut se dire du côté de la vie? Continuer à participer à un écocide pareil. Bien sûr, il y a les habitudes alimentaires, bien sûr, il y a les problématiques liées voilà, aux traditions, à l'accès. Comme je vous en ai parlé sur le premier épisode de la Matrix coloniale, tout n'est pas aussi simple. Mais c'est important, je pense, de dire les termes et d'expliquer que derrière le végétalisme, bien sûr qu'il n'y a pas la pureté absolue, mais il y a aussi cette volonté d'être du côté de la vie. Et comment être plus du côté de la vie qu'en refusant de la consommer? Cette vie animale qui est sentiente, c'est-à-dire qui est en capacité de ressentir. Quand vous voyez un chien qui est battu à mort, vous entendez son cri, vous voyez son visage, vous voyez ses expressions, vous voyez que son corps ressent, vous voyez qu'il a d'autres intérêts que d'être comme une vache, que d'être, je sais pas, un morceau de steak dans votre assiette. Elle a
tout intérêt à, je sais pas, une vache à construire sa famille, faire sa vie, jouer, s'amuser avec ses congénères, des choses aussi inintéressantes que nous. Voilà, aussi inintéressantes et la plupart du temps, ces animaux participent à un écosystème beaucoup plus synchronisé que nous, êtres humains. En tout cas, êtres humains de la mondialisation. Parce qu'en vérité, les êtres humains ont un véritable rôle avéré. Par exemple, on sait que les populations autochtones, là où elles sont de véritables barrages contre la déforestation. Elles préservent leur écosystème et permettent de réfréner, ralentir les usines ou les personnes mal intentionnées, dévoreuses de monde, capitalistes, de s'emparer des terres et de tout dégommer. Donc véritablement, les peuples autochtones sont des protecteurs juste par le simple fait d'être. Et moi, j'aimerais que ce soit nous, en tant que population antillaise, même si nous sommes synchronisés avec notre espace, nous soyons encore plus train de ces notions qui sont à la fois Premières Nations africaines, qui sont animistes, qui sont reliées au vivant, qui sont totémiques, qui sont connectées à toutes ces choses qu'il nous faut retrouver et repenser le monde 3 fois par jour quand on est en train de prendre notre petit déjeuner, quand on est en train de prendre notre assiette et faire le choix de la vie. Alors bien sûr, comme ça, on va se dire, non mais c'est pas moi, si je vais changer, que je vais pas manger mon matété, que je vais pas manger ci, qui vais changer la face du monde. Bien sûr que une personne, ça ne va pas changer la face du monde, mais mine de rien, on ne peut que considérer notamment les recherches scientifiques, comme par exemple le rapport du GIEC, qui explique que notre seul recours en tant qu'individu, en dehors de la croissance verte, mais de la décroissance, de stopper, de revoir notre mode de vie, de stopper des entreprises type les grosses entreprises d'énergie fossile, la fast fashion, les entreprises extrêmement polluantes, l'avion, toutes ces choses. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, individus, et j'ai envie de dire en tant qu'autochtones de la Terre, nous pouvons faire et qui serait efficient par rapport au danger dans lequel nous nous trouvons, c'est arrêter la viande. C'est simple, c'est clair, ça a été dit. C'est un des meilleurs moyens, j'ai pas envie de vous dire ne triez pas votre plastique, mais c'est le meilleur moyen pour contrer et s'allier au cri de la vie. Pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui est dans ma propagande, je vous le dis point barre, c'est tout. Donc être humain, être autochtone de la Terre, c'est aussi prendre conscience des jeux de destruction et il n'y a pas forcément de question de voilà, est-ce que c'est naturel de manger, est-ce que c'est pas naturel de manger. Nous sommes des omnivores opportunistes. Donc c'est-à-dire en fonction de ce que l'on peut trouver, à manger comme ressource, on va être plus ou moins en capacité de consommer telle chose. Voilà, s'il n'y a pas d'agriculture, s'il n'y a pas, voilà, on va pas manger de la viande. Mais vraiment, cette question du choix, je le trouve incroyable parce que dans toutes nos religions, cosmogonies, on a vraiment ce côté de, alors l'humain, que va-t-il choisir? Va-t-il choisir la voie de la morale? Va-t-il choisir la voie du bien ou va-t-il choisir la voie du mal? Pas de dire que manger de la viande, c'est mal, etc. Mais aujourd'hui, dans notre monde, avec ce regard de constatation, on est de quel côté? Donc c'est important, je pense, en tant qu'être humain, même si on décide de vivre dans des appartements, dans des igloos, dans des maisons en bambou, qu'est-ce que l'on choisit? Et même dans quelque chose de très judéo-chrétien, etc., il y a vraiment cette question du bien et du mal, et justement de ce petit jeu de ah ouais, moi je ne crois pas dans l'espèce humaine. Ils choisissent toujours le cacaboudin. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. Que va-t-on choisir? Car il y a des populations qui sont en capacité de vivre en synchronisation. Et il y a aussi des populations qui font basculer aussi, qui participent, qui sont à l'image aussi de leur gouvernement, moi comme vous, et qui participent à cette destruction. Le peu que l'on puisse faire pour redonner à la Terre, selon moi, c'est de poser une conscience et de se relier avec le vivant.
Alors, dans un prochain épisode, sachez que l'on parlera notamment d'anthropocentrisme et d'antispécisme, c'est-à-dire cette doctrine complètement farfelue qu'ont les véganes ou les personnes végétaliennes ou du côté des animaux de tout le temps essayer de lisser la violence alors que la violence ferait partie de la loi de la jungle qui régit le monde. Alors j'ai hâte de débunker ça avec vous et voilà, d'essayer de vous brancher sur une autre fréquence que celle du bateau qu'on a essayé de vous insinuer dans votre esprit et j'espère vous retrouver très bientôt. Faites de votre mieux pour être un autochtone de la Terre et à très bientôt. Bye!